L'investiture du gouvernement de Samalou Condé interviendrait probablement au mois de mars, à la session de mars prochain. Alors, quels sont les profils des différents animateurs? Quid de la gestion des ambitions? Parce que ce n'est pas tout le monde qui fera partie de ce gouvernement. D'ailleurs, le Premier ministre Samalou Condé l'a dit à tous ses hôtes, leur disant qu'il y aura certainement la réduction des effectifs par rapport à ce gouvernement. Si le gouvernement de Sylvestre Ilunga Ilunkamba comptait 66 membres, le gouvernement de Samalou Condé compterait moins. Voilà, Norbert Yamba, bienvenue. Merci pour l'invitation. Voilà, merci aussi la promptitude avec laquelle vous avez répondu à notre invitation. Le gouvernement Samalou Condé, il sera investi d'ici là. Est-ce que ça sera un gouvernement de combat ou de guerriers, tel que lui-même, Samalou Condé, l'a si bien dit? Merci bien. Il faut dire que, d'abord, je voudrais présenter toutes mes félicitations au Premier ministre Samalou Condé, qui a reçu la confiance du chef de l'État. Je voudrais également féliciter le président de la République pour avoir fait un choix dans la jeunesse qui a encore la fraîcheur, qui est capable, à ce moment où nous sommes en situation de détresse, relever le défi. Lorsque le Premier ministre a été nommé, je crois que j'étais encore à l'intérieur du pays. J'avais adressé un message de félicitations et j'avais dit à l'occasion que le gouvernement Samalou Condé ne doit pas être un gouvernement de complaisance ou un gouvernement à l'instar d'autres gouvernements que nous avons connus par le passé où c'est les alliances, les relations, le copinage régnaient. Ça doit être un gouvernement de guerriers. Parce que l'objectif principal, c'est de pouvoir mener un combat acharné contre la pauvreté. Lorsque vous écoutez les différentes déclarations de la population aujourd'hui à travers le pays, tout le monde parle de la pauvreté qui a élu domicile dans notre pays et qui doit être combattue. Monsieur Robert Yamba, vous parlez de combattre contre la pauvreté avec quels moyens? Il y a un problème de moyens qui pose comme difficulté. Certainement qu'il faut d'abord avoir la volonté, savoir ce qu'on voudrait faire. Et quand on a la volonté, on exprime les ambitions et on mobilise les moyens autour de ça. Certainement que le gouvernement Sama hérite une situation où il y a un budget qui a été voté qui varie, j'allais dire, de 6 à 7 milliards de dollars. Ce sont des moyennes statistiques, mais lorsqu'on voit la grandeur et l'ampleur des problèmes dans notre société, certainement que ce montant ne suffit pas. Mais nous avons d'autres opportunités, raison pour laquelle il fallait avoir un technicien, un technocrate à la tête du gouvernement. Pas quelqu'un qui est en train de se plaindre, mais quelqu'un qui se dit comment je peux avoir l'argent. Et alors maintenant... Et Samalou Condé, c'est quelqu'un qu'il faut? Samalou Condé, il y a l'âge qu'il faut. Lorsqu'on regarde son profil, il a été député, il a été ministre, il a été PDG de la GECAMIN, la plus grande société minière que nous avons, et aujourd'hui il est Premier ministre. C'est que ce n'est pas quelqu'un qui prend les trains en cours de route. Il a des prérequis, il a des préacquis et il est capable de pouvoir se battre lorsqu'il a des collaborateurs à différents niveaux d'atterrissage, parce qu'il ne faudrait pas croire que c'est le gouvernement Condé qui est à mesure de changer la situation. Ah non, lorsque nous avons des gouverneurs complaisants, lorsque nous avons des PDG détourneurs, lorsque nous avons des agents de l'État qui sont tout le temps dans la corruption institutionnalisée, on n'aura pas de résultat. Et donc, le Premier ministre a d'abord la responsabilité de construire un monitoring autour du budget qui a été élaboré, parce que ce sont des prévisions. Il va falloir qu'on mobilise des ressources et qu'on essaye véritablement de respecter les dépenses qui ont été arrêtées. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, vous savez qu'aucun pays ne peut vivre en situation d'autarcie.
il existe ce qu'on appelle des partenaires au développement, les financiers, ce qu'on appelle des bailleurs de fonds. Nous avons la Banque mondiale, nous avons la Banque africaine de développement, il y a des banques régionales, il y a des banques aussi sectorielles qui sont ici chez nous et qui peuvent véritablement nous venir en aide. Et donc, de ces côtés-là, il faut qu'il y ait donc des grands projets bancables qui nous permettent de pouvoir négocier de moyens auprès des bailleurs de fonds. Au moment où nous parlons, que c'est dans tous les secteurs de la vie nationale, non, toute proportion réservée, j'allais dire 80% des secteurs, on retrouve des grands programmes qui sont soutenus à la fois par la banque, ou la Banque africaine, soit par la Banque mondiale, soit par l'Union européenne, soit par les différentes chancelleries. Et donc, nous avons intérêt de comptabiliser cette évolution et de mobiliser davantage parce qu'il faut faire des choses en fonction de nos ambitions. Et donc, en dehors de l'argent que nous pouvons avoir au niveau du budget, au regard de la mobilisation des ressources propres, nous avons le package qui peut nous être donné par le partenaire au développement. Troisième chose, vous savez qu'aujourd'hui, beaucoup de pays, j'allais dire le Brésil, est arrivé aujourd'hui au stade où il dispose de 3 000 milliards de dollars de produits intérieurs bruts, simplement parce qu'il a tanké. Il a tanké, c'est pas, certaines de ses richesses naturelles. Et donc, nous avons intérêt... Oui, est-ce que la réalité brésilienne n'est pas la réalité congolaise? Mais nous n'avons plus de possibilités, nous n'avons plus de... Alors, qu'est-ce qui nous manque pour qu'on fasse mieux que le Congo est dans un processus, ce qu'on appelle le PPP, le partenariat public-privé. Oui. Vous voyez le Congo tel fleuve. Ça, c'est un partenariat. On veut réaliser quelque chose, on a besoin d'un investisseur et ensemble, on mutualise les capitaux et on réalise et on se partage des dividendes. Nous sommes capables de le faire et nous avons des ressources naturelles qui sont disponibles. Nous avons autant de potentialités d'ailleurs, 80% n'est-ce pas, des terres arables qui sont encore disponibles, etc. Et si nous pouvons avoir des hommes et des femmes qui travaillent et qui sont actifs, naturellement pour mobiliser les investisseurs à travers le monde, pour qu'ensemble nous puissions mettre en place des projets qui nous permettent véritablement de mettre ensemble le public, c'est-à-dire le gouvernement, au travers de ses représentants, et le privé. Ça, c'est la troisième possibilité. Quatrième possibilité, aujourd'hui, nous parlons de la coopération décentralisée. La coopération décentralisée donne la possibilité aux entités qui ont la personnalité juridique. Notamment chez nous, ce sont des entités territoriales décentralisées, mais qui, visiblement, ont leur budget, ont leur programme, et ces entités peuvent individuellement faire des jumelages, avoir une coopération avec d'autres villes à travers le monde. Et donc, nous avons intérêt aujourd'hui de pouvoir exploiter toutes les opportunités, toutes les fenêtres qui sont disponibles, de manière que nous puissions mobiliser des ressources. Et cinquième, et c'est là très important, la tendance on a tendance à dire que les gouvernements de la République disposent d'un budget de 7 milliards, amplement insuffisant. Mais les gens ne font pas un petit effort pour arriver naturellement à comptabiliser, n'est-ce pas, les différents budgets des provinces. Tenez, la restructuration géographique de notre pays, j'allais dire la décentralisation, met en place 3 centres d'impulsion. Il y a le niveau national, le niveau provincial et le niveau local. Au niveau local, vous avez les villes, vous avez les communes, vous avez les secteurs, vous avez la chefferie. Et donc, à chaque niveau, il y a des compétences exclusives et des compétences partagées. Parce qu'il y a 2 pouvoirs, le pouvoir central et le pouvoir provincial. Et donc, le gouvernement central dispose de 36 compétences exclusives. Il y a 11 compétences partagées avec les provinces. Donc, le budget du gouvernement central relève véritablement des compétences qui lui sont dévolues. Le gouvernement central ne peut pas aller au-delà de ses compétences parce qu'il y a un partage de rôles. Tandis que le gouvernement provincial, il dispose de 29 compétences plus les 11 compétences partagées. Et donc, le gouvernement provincial a un budget, a un programme. Écoutez, le programme ou le budget du gouvernement provincial, ce n'est pas inclus dans le budget du gouvernement central. C'est très important. Si le gouvernement central dispose de 7 milliards de dollars, vous avez par exemple là-bas, c'est plus de 500 millions,
au Katanga 500 millions, Kinshasa plus de 500 millions. Donc, chaque province a un budget, a un programme. Et donc, le vrai budget de la République, ça s'appelle le budget consolidé. C'est que la somme de tous les différents budgets des provinces, plus le budget pas du gouvernement central. Là, au moins, vous avez une idée générale de ce que représente le budget de la République. Quand vous êtes allé là-bas, il y a les écoles qui sont construites, c'est pas par le gouverneur des provinces, il y a même l'université qui ne relève du reste pas de sa compétence. Mais avec les moyens disponibles, on essaie d'aider la construction de l'université pour que la situation change. Voilà. Donc, là, vous avez parlé de moyens, vous avez parlé des budgets, les budgets consolidés des différentes provinces, mais il y a d'abord la gestion des ambitions. Monsieur le Premier ministre veut certainement réduire l'effectif du gouvernement pour plus d'impact sur les milieux. Est-ce que la réduction certainement aura un effet positif sur l'action du gouvernement Samalou Kondé, où il faut encore élargir ce gouvernement parce qu'il y a beaucoup de regroupements qui ont adhéré à l'Union sacrée. C'est qu'il faut aussi satisfaire tout ce regroupement-là et ça ne sera pas facile. Non. S'il vous plaît, je l'encourage. Monsieur le Premier ministre, il faut aller dans ce sens-là. De réduire. De réduire. Mais réduire avec autant de regroupements politiques. Pourquoi on se retrouve à l'Union sacrée? Il y a une motivation. Le président a fait un discours de 6 minutes qui a mobilisé, qui a fait pleurer des Congolais de tous bords pour dire que le pays n'avance pas, le pays est bloqué, plus personne ne nous respectera. L'histoire, les générations futures ne seront pas d'accord avec nous par rapport à ce que nous aurions posé comme acte, etc. Écoutez, si à un moment donné, l'UFCC et le CAJ se sont mis ensemble pour avoir un gouvernement éléphantesque. Oui, avec un gouvernement de 66. Etc. Écoutez, et cette fois-ci, c'est plus l'UFCC CAJ. Cette alliance-là n'a pas donné le meilleur qu'on entendait. Ça a démontré beaucoup de limites. Et alors, le président dit, Congolais, que vous soyez de CAJ, que vous soyez Lamouka, que vous soyez du FCC, ceux qui pensent que le Congo peut fonctionner autrement, venez, faisons en sorte que nous puissions nous dédouaner de l'histoire. Et les gens sont venus. Ils ne sont pas venus pour présenter leurs demandes comme ce fut dans les camps de l'ancien système où chacun pose le problème de son plan politique, où chacun pose le problème de sa représentation géopolitique, etc. Ah non! Nous sommes dans une situation où le président de la République, qui exerce les fonctions du président de la République, qui est censé être l'entraîneur national, n'avait pas la possibilité de faire le choix des hommes et des femmes qui sont capables d'être alignés pour booster la République. Il y a eu des équipes de provenance et les entraîneurs de provenance avaient une mainmise sur les joueurs et au point où le président de la République, qui était censé être l'entraîneur national, n'avait pas la possibilité d'avoir une marge de manœuvre. Vous qui acceptez qu'aujourd'hui le Congo peut fonctionner autrement, venez, donnez-moi cette possibilité-là de pouvoir être le vrai entraîneur et les choix des hommes et des femmes. Et c'est comme ça que vous avez suivi, le président a dit, c'est pas n'importe qui, on ne va pas aller dans une logique dans l'ancien système, il faut d'abord réduire, nous sommes dans un moment de compression budgétaire, nous n'avons pas beaucoup de moyens, donc il ne faut pas avoir une oligarchie élitiste, une bourgeoisie politique injustifiée. Et le président dit, maintenant nous allons choisir les meilleurs d'entre nous. Et pour le meilleur d'entre nous, c'est une équipe. On sait que neuf, on peut le trouver à la Mouka, on peut le prendre. Et on le met sur base de son profil, sur base de son background. L'essentiel pour nous, c'est quoi? D'avoir des tireurs d'élite. Les tireurs d'élite qui peuvent assassiner la pauvreté. Ça, on en a besoin. Mais alors maintenant, si on vient dans une sorte de cartographie politique, où on se dit, bon, il y a eu tel migrant dans telle direction, il faut satisfaire tout le monde pour qu'on y aille. Si hier, il y avait deux entités, FCC et CAJ, on avait 65 ministres, et bien voilà, si on a autant d'entités, donc on sera à 100 ministres. Non, c'est pas ça. Et s'il faut réduire, mais ça pourra aussi créer des frustrations. Moi, en tout cas, si je pouvais vraiment conseiller le Premier ministre, par ricochet le Président de la République,
Si hier on avait 60 ministres, cette fois-ci, il faudrait que ça soit moins de la moitié. Moins de la moitié. Parce que comment voulez-vous imaginer un pays comme les États-Unis, avec 22 000 milliards de dollars. Je lisais ce matin, on est même au-delà des 22 000. On est à 24 000 milliards de produits intérieurs bruts. Ça, ce sont les États-Unis. Et ce sont les États-Unis, mais 13 ministres. 13 ministres. 13 ministres. Et avec autant de secrétaires d'État. Mais non, les secrétaires d'État sont des ministres. Oui. Et alors maintenant... 13 ministres pour 52 États. Pour 52 États. Des États-Unis. Des États-Unis. Mais entre-temps, nous avons un pays, d'abord très pauvre, avec 50 milliards de dollars de produits intérieurs bruts, avec un revenu par habitant de 450 à 500 dollars, vous voyez. Et bien bon, voilà, donc on dit non, ayons 65 ministres, mais c'est incompréhensible. Les générations futures, l'histoire ne comprendront pas que nous étions des êtres humains. Vous n'avez pas de l'argent, vous n'avez rien, vous êtes en train de vous rechercher, le pays ne fonctionne pas, il est bloqué, et vous dites non, il faut construire une bourgeoisie politique. J'allais dire une bourgeoisie politicienne. Non, ce n'est pas correct. Je pense que les slogans, l'alerte du Premier ministre, lorsqu'il dit « j'ai envie d'avoir une équipe de guerriers », Monsieur le Premier ministre... Une équipe de warriors. Warriors. Vous savez, et je termine par là, Jean-David, je n'ai jamais été d'accord avec Alassane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire, mais il a quand même certaines choses qui frisent un feeling politique et technique et très professionnel. Lorsque, après la guerre, il arrive, il devient président de la République, et bien bon, voilà, donc, il y a eu tellement de problèmes. La Côte d'Ivoire avait 600 $ par habitant par an. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a recruté un cabinet, j'allais dire un bureau d'études, pour se déployer sur l'étendue de la planète, chercher le meilleur des Ivoiriens, le meilleur dans les différents secteurs de la vie, qui, visiblement, devraient compétir dans les responsabilités qui les attendaient. Et c'est ce qui a été fait. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est partie de 600 $ à 2500 $. Vous arrivez à Dakar, à Abidjan, vous voyez, donc il y a des routes macadamisées, vous avez le métro en construction, vous avez des trains, des trains mouillés, etc. Donc, nous avons intérêt aujourd'hui, sincèrement, que nous ayons des vrais meilleurs tireurs d'élite. Et des gens qui ont déjà fait preuve, pas des gens qui ont fait preuve essentiellement pour faire des déclarations incantatoires, qui ont fonctionné dans un système de pourriture intrinsèque, qui n'ont pas ici donné le meilleur d'eux-mêmes et qui prétendent aujourd'hui avoir des responsabilités simplement parce qu'ils ont soutenu le chef d'État à un certain moment. Ah mais non! Si à un moment donné, on a mis en place un système qui récompensait la capacité de chanter, de danser des acteurs politiques. Aujourd'hui, le peuple congolais réclame la justice. Réclamer la justice, je veux dire que le gouvernement de la République doit être en mesure d'assurer la desserte et des services de qualité. Il faudrait qu'à un moment donné, que nous ayons l'eau. Pas un ministre de l'énergie qui n'attend que la régie des eaux pour desservir l'eau, mais un ministre qui réfléchit, qui apporte des réformes et qui pose la problématique de la desserte et de la libéralisation. On a tendance à voir que ça serait le même visage qui vont revenir lorsque vous suivez les consultations menées par le Premier ministre Sama Lukonde depuis le lundi jusqu'à présent. C'est presque le même visage. Est-ce qu'il y aura certainement le renouvellement de la classe politique ou ce sera la continuité? C'est-à-dire nous avons deux possibilités. Oui. La première possibilité, c'est qu'on est en train de mettre en place un état de droit. Cet état de droit met en place des garde-fous. C'est un système de surveillance mutuelle. Si à un moment donné, à l'époque, chacun était libre comme un poisson dans l'eau, il pouvait s'amuser avec l'argent de l'État, aujourd'hui, il y a la justice devant sa porte. Il suffit seulement qu'il ose. Il y a de différents services qui ont compétence des dissuader. Généralement, aujourd'hui, l'institution qui est en vogue, c'est l'inspection générale des finances. Il n'y a pas que ça. La Cour des comptes doit être déployée également. Il n'y a pas que ça. Les cours et tribunaux, les procureurs doivent être en mesure de poursuivre les infractions. Nous avons une société civile qui doit devenir très professionnelle. Et bien, au niveau de l'Assemblée, on est en train d'amener une reconfiguration institutionnelle pour permettre aux députés de jouer le rôle de monitoring de l'action publique. Et donc, s'il y a différents niveaux d'atterrissage, nous avons des hommes et des femmes qui travaillent pour l'intérêt du Congo dans la construction d'un État, d'un État de droit, qu'on doit pouvoir construire l'ancrage.
à ce moment-là, ça va dissuader les uns les autres, peu importe leur visage, de limiter les dégâts qu'ils ont été déjà professionnalisés. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, mais écoutez, j'ai entendu, je ne suis pas très rassuré, ça c'est évident, le Premier ministre a demandé qu'il y ait au moins une liste de 3 personnes. Oui, par poste. Par poste. Donc, on peut voir qui a fait quoi. Vous ne pouvez pas avoir comme profession ministre. Ah, mais non. Il y a des gens qui, tout au long de leur vie, sans avoir assumé les fonctions publiques, ont fait preuve de génie, ont créé par eux-mêmes, n'est-ce pas, des actions sous forme de recherches-actions et qui ont réussi. Ces gens-là doivent être connus, identifiés et articulés dans les institutions de la République parce que le moment que nous avons, c'est un moment de combat. On a besoin de guerriers, on a besoin de tireurs d'élite, on a besoin de joueurs professionnels et ces joueurs professionnels pour abattre la pauvreté. Merci beaucoup. La probité, intégrité morale, donc autant de critères demandés par le Premier ministre Samalou Condé pour faire partie de son gouvernement. Merci beaucoup Norbert Yamba Yamba de votre passage. Merci. Voilà, Merci. Tout de suite nous allons parler de meurtre de l'assassinat de l'ambassadeur italien. Est-ce que la République démocratique du Congo est-elle responsable? Rodrigue Ramazani et aussi Louis-France Kouzikissa, c'est tout de suite. Vous souhaitez recevoir Télé 50 partout et avec vous. Alors, l'ensemble de nos programmes en VOD déjà disponibles. Toute l'actualité sur notre site web www.tele50.cd. Retrouvez vos émissions, des rencontres et entretiens inédits sur YouTube Mwanamboka